Merci Thomas, vous m'entendez bien, ça va? Oui. Parfaitement. Merci beaucoup pour ce premier propos liminaire et je remercie évidemment l'ensemble des participants d'être venus si nombreux cet après-midi. Je remercie aussi, comme l'a déjà fait Thomas, mais je le redis, les intervenants qui ont si rapidement répondu positivement à la sollicitation que nous leur avons fait. Et puis je remercie les quatre organisateurs de cette séance. Il y a toujours un petit peu de travail invisible derrière ce type d'organisation. Thomas, Jonathan, Sabina et Sophie, vraiment merci chaleureusement. Et je voudrais aussi en profiter pour vous rappeler que nous avions souhaité vraiment, et je pense que c'était une bonne idée, articuler une journée entière avec l'Assemblée générale le matin et ce séminaire l'après-midi. Ce séminaire est organisé par l'Association française d'économie politique. Et ça me permet de dire que pour tous ceux qui sont à jour de leur cotisation, l'Assemblée générale est évidemment, vous êtes ouverte, c'est une Assemblée générale et non pas une Assemblée du Conseil d'administration. Voilà. Alors, moi, je vais avoir uniquement un propos vraiment très, très introductif. Je voulais vous dire, pour commencer, que il nous a vraiment semblé intéressant, utile, heuristique aussi, d'engager dans le cadre d'un séminaire AFEP une diversité de questions, un briquet de crise sanitaire et de crise économique et sociale, en les articulant à la question du nécessaire pluralisme. Si ce n'est pas explicite dans les interventions, je suis persuadée que ce sera en filigrane et en fil rouge de l'ensemble de notre après-midi. Et donc, je vais vous fournir quelques éléments introductifs, mais très humblement, comme autant de pièces d'un patchwork encore à relier. Et je suis sûre que les intervenants ne manqueront pas de nous aider à relier ces éléments de patchwork. Cette crise n'est pas qu'un épiphénomène, hein. Elle est à l'origine d'une crise sanitaire, mais surtout socio-économique sans précédent. Je vous passe les chiffres que vous avez de toute façon tous lus. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que les exercices de prospective évoquent maintenant un retour à la situation quantitative pré-Covid, qu'ils qualifient d'ailleurs souvent de normale, ce qui est évidemment le symptôme d'une incapacité à penser les irréversibilités et donc les mutations, les adaptations et les réactions permanentes. Situation dite normale, donc reportée pour 2022. Cette crise sanitaire peut-elle être envisagée comme un choc externe ou comme un facteur endogène à l'activité humaine, voire au capitalisme? De toute évidence, de plus en plus de travaux répondent favorablement à l'hypothèse du facteur endogène, qu'on songe par exemple à ces travaux de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES, qui se mettent à douter du caractère purement exogène du phénomène. Selon cette IPBES, je les cite dans Le Monde de jeudi 29 octobre, 70% des maladies émergentes et la quasi-totalité des pandémies connues, que ce soit le VIH ou Covid, proviennent de Covid-19, proviennent du virus d'origine animale. Et si les pandémies trouvent leurs origines dans des microbes qui sont portés par des animaux, ce sont bien des activités humaines, notamment les activités productives, qui amplifient le phénomène. En particulier, rappelle ce rapport IPBES, par l'intensification de l'agriculture, mais aussi par le délogement concomitant des populations animales de leur habitat naturel, le commerce mondialisé évidemment aussi, et puis certaines de nos consommations, surconsommations, etc. Donc même d'un point de vue de l'émergence de cette crise, avant même de penser les interactions entre la crise et les effets des choix d'intervention publique, on voit l'empreinte de l'homme et du capital qui interviennent dans la succession de ces séquences. Alors la question du coup de la place de l'expertise, de la place de la pensée dans ces chaînes de responsabilité prend tout son sens de mon point de vue. Et je voudrais suggérer quelques caractéristiques, sans être même certaine que ce soit les caractéristiques décisives, majeures, on y reviendra sans doute dans la discussion, de ce nouvel environnement en interrogeant leur capacité ou non à bousculer la doxa dominante, parce qu'évidemment, l'introduction le titre de mon intervention avait pour but d'être attractif plus que de répondre nécessairement formellement à cette question. Donc, première caractéristique que je trouve intéressante et stimulante, c'est que cette période est caractérisée par une incertitude absolument radicale. Alors, si ce n'est pas du tout surprenant pour des économistes institutionnalistes, cette incertitude
disons, non probabilisable, ne peut que gêner les modélisations micro ou macro les plus sophistiquées. On pourrait même dire qu'on est en train de faire des travaux pratiques de la différence entre risque et incertitude tels que définis par Knight. Et c'est intéressant parce que ça rejoint les réflexions d'Aglietta vis-à-vis de la crise climatique. Il dit, Aglietta, en 2020, que la crise, elle est certaine dans son occurrence, elle n'a pas de précédent historique, pas de référence statistique à partir duquel faire des modèles, et cette crise climatique, dit-il, elle est hautement incertaine dans le profil temporel de ses impacts. Cette incertitude radicale, dans le cas sanitaire, rend moins audible, de mon point de vue, les discours totalement techno-optimistes qu'on connaît bien dans le monde du climatique, ceux-là même qui considèrent que c'est grâce au système économique libéral et à son fond productiviste que les dégâts écologiques pourraient être dépassés par un supplément d'innovation et de progrès technique. On ne peut que constater que ces modélisations, à tout le moins, omettent précisément la question de l'incertitude du profil temporel de la crise. Il suffit de s'interroger sur quand aura-t-on ce fameux vaccin, mais aussi des promesses d'innovation. L'incertitude bouscule les modèles, elle rend peut-être aussi plus visible l'arrogance de modèles déterministes, de ceux qui savent exactement ce qu'il faut faire, et elle accentue dans tous les cas la perte des repères cognitifs. Et elle oppose la vérité théorique et normative à une vérité tâtonnante de l'expérience. Deuxième caractéristique, après cette incertitude radicale, même parmi les plus adeptes de l'austérité, la question des dépenses publiques n'est plus posée, en tout cas elle l'est moins, elle l'est différemment. Vous voyez bien que je ne suis pas du tout sur le même registre que ma première caractéristique. L'État est en tout cas appelé à la rescousse, tout d'un coup le meilleur allié des acteurs dans la crise. Et il est vrai que le marché ne peut pas faire grand-chose tout seul face au virus, ni en termes de production de tests, ni en termes d'investissement massif dans la recherche. Et c'est donc un Keynes de circonstance qui est appelé à la rescousse pour le plan de relance d'après-crise, quand on ne sait pas, avec l'illusion qu'il devrait pouvoir être possible de retrouver cette fameuse vie d'avant. Ce Keynes de circonstance et de court terme ne fait bien sûr pas une politique keynésienne, je vous renvoie au Ponceau-Marie. En effet, il est nécessaire d'explorer la capacité des institutions à accompagner, freiner ou au contraire aggraver la dynamique de crise. Et une partie des politiques aujourd'hui, ce qui nous permet de nous mettre aussi à distance des politiques de type keynésienne aujourd'hui, une partie des politiques prépare déjà les esprits aujourd'hui à une politique austéritaire qui pourrait suivre un semblant d'amélioration de la situation sanitaro-économique. On est donc loin d'une politique keynésienne. Troisième critère, la crise est, de mon point de vue, une expression de la folie du rythme sacrificiel des services publics et de première nécessité, entretenu par les économistes libéraux de tous ordres. Du côté de la santé, la fameuse T2A est un dispositif que l'on rangera bien volontiers du côté de la théorie standard étendue, j'espère qu'Olivier Favreau sera d'accord, un avatar sectoriel de la théorie de l'agence qui faisait briller les yeux des économistes en quête d'application de leur théorie. Et on pourrait lui agiter des dispositifs de gestion tels que le lean management ou encore le zéro stock, qui ont contribué à faire de la santé un système à bout de souffle, impréparé par manque de ressources à une telle catastrophe sanitaire. Et il y a pourtant à peine un an, les professionnels du secteur alertaient les citoyens comme les pouvoirs publics, sans réussir ni à convaincre, ni même à émouvoir à l'époque, sur l'indigence de leurs conditions de travail, sur l'incapacité dans laquelle cela les mettait d'exercer leur activité de service public. Et ces professionnels de santé réclamaient des moyens en lit, en surface, en équipement, en personnel, en salaire, en reconnaissance pour gérer ce commun qu'est la santé. Dernière caractéristique, j'aimerais aussi suggérer que la crise sanitaire bouscule aussi d'autres repères cognitifs et les outils qui servent de langage commun à l'économiste. Et vous aurez reconnu mon goût pour la construction sociale de la statistique. Bien entendu, bien que pour que toujours une construction sociale, certains chiffres parlent presque pour eux. Par exemple, la surmortalité parmi les étrangers, parmi les immigrés et les départements les plus pauvres de France. Mais du côté des données économiques, les chiffres de la crise bousculent tant nous étions habitués cette dernière décennie du moins à des narrations à peine fléchies, stabilisées. Nous passons de plus 0,5% qu'on nous assénait tous les mois à moins 30% tout d'un coup, avec cette perte de compréhension même parfois
sur ce que l'on doit comprendre par ces chiffres. Et parmi la perte de repères, certains chiffres deviennent même tout d'un coup contre-intuitifs, qu'on songe à la baisse du chômage au plus fort de la crise, manière de rappeler spectaculairement les conventions qui se lovent derrière les manières ordinaires de compter. La solidité des données macroéconomiques peut être aussi mise un peu en doute parce que si l'on songe par exemple au deuxième trimestre, l'INSEE, peut-être certains l'ont identifié, a décidé par exemple de grever de 25% la production des services rendus par les administrations publiques, donc les supprimer de la production en volume, sur l'argument que les fonctionnaires étaient pour partie en travail à distance ou sans activité effective, alors même qu'ils étaient encore salariés, ce qui met à bas sans doute une partie de la construction théorique des systèmes de comptabilité nationale. Ça réduisait mécaniquement par ailleurs la croissance de 3 points et nous mettait par le biais d'un artefact statistique, nous mettait en ralentissement plus important que celui de l'Allemagne qui n'a fait aucun traitement particulier sur la production des services rendus par les administrations publiques. Dernier exemple, et je m'arrêterai presque là, certains indicateurs sont empêchés depuis plusieurs mois dans leur construction, à l'instar de l'indice des prix à la consommation, empêché dans sa partie collecte des prix de terrain, puisque les magasins étaient fermés ou que les collecteurs, les enquêteurs étaient empêchés de travailler, avec des marges d'estimation du coup importantes dans la production des chiffres, de l'ordre de plus ou moins 20%. Et les transformations drastiques de consommation très contraintes aussi pendant cette période ont obligé les agents de la statistique publique à s'interroger sur les hypothèses sur lesquelles repose la construction statistique de la mesure de l'inflation. Et elles ont même conduit, c'est un comble, l'INSEE à produire un indicateur qu'elle appelle même d'inflation alternative, je les cite. Je conclus pour laisser la parole à nos grands intervenants. Comme le montre Robert Boyer dans son ouvrage et comme le dit si bien aussi Flickstein dans un récent blog sur la pandémie et la crise économique, à ce précepte univoque néolibéral qui continue de nous poursuivre, l'économiste institutionnaliste ne devra pas céder à la tentation d'y renvoyer son contraire. Reste donc à étudier le champ de ces arrangements institutionnels et de ces nouveaux possibles pour comprendre pourquoi on en est là, ce qui nous attend et pour co-construire des agendas de recherche institutionnalistes pour les prochaines années. Et il me semble que c'est bien là l'objectif de ce séminaire que d'en esquisser quelques pistes. Voilà, je vous remercie.